et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le studio TV Acuité Silmo pour notre débat prospectif « Opticien, quelle profession dans 5 ans ?» Avec nous sur le plateau pour nourrir cette réflexion, nous avons Alain Flelou, PDG et fondateur du groupe Alain Flelou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Léonard, président du GIFO, groupement des industriels et fabricants de l'optique, et directeur Essilor France. Ravi de vous accueillir, monsieur Léonard. Maher Kassab, PDG de Galileo Business Consulting. Bonjour. Philippe Bayot, opticien à Thionville, initiateur d'un concept révolutionnaire qu'il nous expliquera tout à l'heure. Bienvenue, monsieur Bayot. Et Anne-Sophie, que vous connaissez tous désormais et qui va co-animer ce débat avec moi. Bonjour. Nous sommes confrontés aujourd'hui à plusieurs enjeux qui vont influencer directement la profession dans les années à venir. Nous les avons abordés en quasi-totalité lors de ces débats sur le studio Acuité TV Silmo. Je vous indique que ces débats seront retransmis en différé sur Acuité à raison de 1 par semaine à partir de la semaine prochaine. Donc je vous parlais des enjeux sociaux importants. Anne-Sophie, je vous laisse nous en rappeler quelques-uns. Alors effectivement, Patrick, il y a des enjeux sociaux très importants qui vont influencer la profession dans les 5 années à venir. Il y a déjà le vieillissement de la population qui va entraîner une augmentation du nombre de presbytes, mais aussi du nombre de personnes atteintes de pathologies oculaires. Le docteur Routhier, que nous avons reçu sur ce même plateau, nous indiquait que sur 7 millions de réfractions, il y a 2 millions d'examens qui révèlent une pathologie. Il y a également la démographie médicale avec la très importante chute du nombre d'ophtalmologistes. Ils ne seront que 3500 en 2030 contre 5500 aujourd'hui, d'où une place renforcée de notre profession au sein de la filière de santé visuelle. On peut s'attendre à de nouvelles extensions de compétences qui vont sans doute nécessiter des formations supplémentaires. Et il y a aussi peut-être la mise en place de nouvelles formes de services à la personne, comme la livraison à domicile dans les maisons de retraite ou encore d'autres à créer. Il y a des enjeux d'ordre économique qui vont s'accentuer. Alors effectivement, sur ce point, on a le poids croissant des complémentaires santé dans notre secteur qui vont encadrer les prix de manière plus ou moins importante, avec la problématique liée au réseau et à la baisse des marges qui peut en découler. Il y a peut-être la fin de la publicité avec la convention CNAM qui est en cours de négociation. Il y a le changement de comportement du consommateur qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus avisé et qui est de plus en plus demandeur de qualité. Et il y a peut-être la multiplication du nombre de points de vente qui va continuer. Des enjeux technologiques également qui vont s'accélérer au rythme des innovations. Alors, c'est également un sujet qu'on a traité sur le studio TV Acuité Silmo. On a vu que de nouveaux concepts de verres vont arriver, par exemple les verres à indice modifié ou encore les lunettes à réalité augmentée. Du côté de la chirurgie réfractive, le docteur Yves Bocobza, qui est spécialiste dans ce domaine, nous a précisé qu'il n'y aurait pas d'incidence sur la profession dans les 5 années à venir, en tout cas pas en ce qui concerne la presbytie. Et il y a aussi l'essayage virtuel de lunettes avec une visualisation en 3D sur Internet et la vente qui y est associée. Et il y a sûrement encore bien d'autres nouveautés qui nous attendent. Ces enjeux vont obligatoirement influencer l'avenir de la profession dans les prochaines années. Dans quel sens ? Je me tourne tout naturellement vers Alain Flelou, à l'origine de concepts précurseurs. Compte tenu de ce qui vient d'être résumé à l'instant, quelle est votre vision de la profession dans 5 ans ? Bonjour. Je crois que c'est pas très facile de répondre brutalement. Il y a des tas d'éléments que Madame a soulevés, qui sont des ingrédients, et je suis un peu inquiet quand même par une chose, c'est le fait qu'il soit sorti 2200 opticiens diplômés cette année. Le marché n'est pas en mesure d'absorber une telle quantité d'opticiens diplômés sur le marché. Donc, c'est-à-dire que les portes vont se pousser et qu'on va s'installer là où on n'aurait pas osé s'installer aujourd'hui ou il y a quelques années.
Je pense qu'au niveau des marchés des ophtalmos, en 75, il n'y avait que 3000 ophtalmos en France, pour une population qui n'était pas nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc je crois que les difficultés viennent, à mon avis, essentiellement de l'organisation de la profession. Sur l'optométrie, par exemple, j'étais étudiant à l'école d'optique à Paris en 70 et on avait déjà ce débat et ce combat de l'optométrie, de l'opticien, de l'ophtalmo. Donc je pense que dans 35 ans, on y sera encore. Et il y a une règle simple, c'est que tant que la sécurité sociale a besoin, ou les prestations sociales ont besoin d'une prescription médicale pour avoir accès à un remboursement, donc ce qui est le cas aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas rêver, l'optométrie peut exister comme elle existe aujourd'hui, mais elle ne se substituera pas à l'ophtalmologie. Et donc, il y aura toujours des ophtalmologistes, en tout cas pour au moins encore une génération. Donc, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Le marché, les gens sont de plus en plus informés, effectivement. Les besoins qu'ils ont sont les mêmes que ceux qui existaient il y a 30 ans. Aujourd'hui, on invente des nouveaux produits, ce qui est super parce que ça fait avancer la recherche et la technologie. Et en même temps, on se demande si le consommateur attend ce produit réellement, si ce n'est pas pour lui une source d'augmentation de prix, sans forcément se retrouver avec une prestation, un confort, un mieux-être qui soit très significatif. Alors, Monsieur Léonard, vous représentez quant à vous la filière fabricant. Vous présidez le GIFO, vous avez représenté aussi le numéro 1 mondial du verre ophtalmique. Deux des chercheurs des Silor International nous ont présenté ici les recherches que vous menez sur les verres digitaux à modification d'indice ainsi que sur les lunettes à réalité augmentée que les opticiens seront amenés à proposer d'ici quelques années. Compte tenu de ces évolutions technologiques, comment voyez-vous la profession dans 5 ans ? Je crois qu'effectivement, il y a au sein des Silor, mais au sein peut-être aussi d'un certain nombre d'autres entreprises du secteur, une très grande excitation sur ce que les nouvelles technologies vont pouvoir apporter aux lunettes. On est effectivement persuadé que c'est un produit qui a encore beaucoup d'avenir devant lui, beaucoup de choses qui peuvent être ajoutées comme fonctionnalité, que l'introduction progressive de l'électronique va venir, que la mise en place de toutes les nouvelles technologies de cristaux liquides, etc., vont finir aussi par aboutir. Maintenant, je ne sais pas si ça sera dans une échéance de 5 ans, puisque on est quand même dans le domaine de la technologie, souvent sur des échéances qui sont plus longues que cela. Mais effectivement, on a au global l'impression qu'on est dans plutôt une période d'accélération très forte de la recherche, de l'innovation, de la technologie, qui va permettre de faire naître des nouveaux produits, qui vont être des produits soit qui vont être meilleurs que les produits d'aujourd'hui, ou des produits complètement en rupture. Par rapport à ça, on pense que le rôle de l'opticien technique sera toujours là, parce que la qualité, par exemple, des prises de mesure, la qualité de l'identification des besoins du porteur seront toujours absolument au cœur de ça, et avoir un vrai professionnel de l'optique en face, ça sera toujours clé, et peut-être encore plus clé demain quand effectivement ces innovations technologiques arriveront sur le marché. Alors, Monsieur Baillot, comme on le disait dans l'introduction, vous avez créé un concept de magasin que les médias qualifient de révolutionnaire et de visionnaire. Ce magasin se situe à Thionville. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Ben oui, je peux expliquer le concept de mon magasin à Thionville. Est-ce que ce sera un moyen pour prévoir ce que sera l'avenir des autres opticiens ? Je ne sais pas. Effectivement, dans ce magasin, qui est d'une surface assez importante, environ 700 mètres carrés. Il n'y a aucune monture d'exposé dans le magasin. Et depuis 4 ans maintenant, je reçois mes clients en leur proposant de les prendre en photo. Une fois que je les ai pris en photo, je mesure leurs caractéristiques morphologiques, bien entendu s'ils ont accepté d'être pris en photo. Et puis, grâce à ces informations que me donne l'image, j'ai la possibilité de faire sortir d'une pièce dans laquelle il se trouve un robot
Il y a environ 6000 montures dans ce robot. Les montures qui ont été sélectionnées. On peut peut-être lancer oui, le film, je nous crois. avons quelques images de votre magasin pour illustrer vos explications. Voilà, et qui portent sur toutes sortes de critères très techniques, bien entendu. Alors, vous voyez le magasin, il n'y a pas de lunettes. Le robot est au centre d'une dizaine de tables de vente, d'espaces de vente qui sont distribués. Et les gens peuvent donc... On ne va leur proposer que des montures susceptibles de leur aller, sur le plan de leur morphologie et sur le plan de la correction qu'ils doivent porter, mais également sur les attentes qu'ils ont, à savoir le prix, la matière, les couleurs, les griffes. Alors, depuis 4 ans maintenant que ce magasin fonctionne, je me suis fait une idée très précise de ce que peut représenter la virtualité dans la distribution de l'optique. Aujourd'hui, je ne me fais pas trop d'illusions. Beaucoup craignent l'arrivée d'Internet comme étant un moyen de concurrencer l'opticien. J'aurais tendance à vouloir les rassurer. Ce ne sont pas les clients demain qui achèteront des lunettes sur Internet. Ils ont trop besoin de l'opticien. Par contre, je suis en capacité de mettre à la disposition des opticiens un outil tout à fait adapté aux recherches de l'opticien, de manière à proposer aux clients les lunettes qu'ils veulent, qui leur vont, dont ils rêvent, mais tout en valorisant l'aspect technique de la profession. Comment a été perçue cette dématérialisation de la lunette par vos consommateurs? Alors c'était une première, et comme toute première, elle a étonné énormément de gens qui rentraient dans un magasin sans aucune monture d'exposé. Ils nous demandaient où étaient les lunettes. Il y a un apprentissage qui a été nécessaire pour cette clientèle que je vois revenir aujourd'hui avec plaisir 4 ans après. Donc les gens se sont accoutumés à la chose. Et puis la rigueur et la puissance de calcul de l'informatique garantit aux clients de trouver les montures qui vont leur aller. Mais je dis bien, ça correspond à leur morphologie, mais également à leurs attentes. Alors, Monsieur Afflelou, est-ce qu'on pourrait imaginer vos magasins bientôt équipés de ce type de concept avec ce robot? Je ne sais pas. Peut-être que s'il faut passer par là, on le fera. Moi, je n'éprouve pas ce besoin aujourd'hui. Depuis toujours, j'ai essayé de me préoccuper d'abord des besoins des consommateurs et savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer qui ferait la différence. Donc, je crois que notre activité est une activité de conseil et de service. Je partage complètement votre avis. La technologie au service du conseil et du service, ça a toujours existé. Donc on le pousse un peu à l'extrême par rapport à ce qui est aujourd'hui. Pourquoi pas? La personne qui rentre chez un opticien attend d'abord du conseil. Alors qu'on mette, il y a 30 ans, les lunettes étaient cachées dans les tiroirs. On les a montrées pour que les gens puissent les toucher, les utiliser, s'en servir. Pour dédramatiser, il y a 30 ans, les lunettes, c'était une prothèse. C'était un malheur. Pour des gens qui devaient porter des lunettes, c'était une catastrophe. Donc, et je veux dire que la question que je me pose, c'est quoi une lunette encore pour un consommateur? Comment est-ce qu'on vit le fait d'être obligé de corriger sa vue? Comment on vit l'information que l'on reçoit sur la chirurgie, la contactologie, les opticiens, les prix, les services? Donc je dirais que ça, c'est le cœur de la préoccupation des consommateurs, au-delà du fait qu'ils portent des lunettes parce qu'ils voient mal. Ça, on a tendance parfois à oublier que la première des qualités d'une paire de lunettes ou de contactologie, c'est d'abord de redonner une vision optimale au consommateur. Maher Kassab, vous êtes spécialiste du secteur. Votre cabinet fait de nombreuses études sur le marché de l'optique. Comment s'orientera, selon vous, la profession d'opticien d'ici 5 ans? Très bien. Écoutez, déjà, moi j'aimerais revenir en fait sur les mutations importantes qui sont en vogue sur votre secteur. On est tous d'accord pour dire qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont rapides. J'aimerais simplement en citer 3 qui, pour moi, doivent être vraiment prises en compte par les opticiens
et qui doivent les amener à se positionner, voire à se repositionner. Le premier, c'est Internet. Alors effectivement, je ne sais pas si on achètera ces lunettes par Internet, mais ce qui est certain, c'est que le consommateur se renseignera sur Internet. Et il se renseignera de plus en plus avant d'aller voir son opticien, soit pour rechercher effectivement un meilleur prix, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, soit pour s'informer. Et le consommateur de demain, ce sera un consommateur qui sera plus éclairé, qui sera mieux informé. Donc l'opticien de demain, ce sera un opticien conseil qui devra relayer justement cette attente du consommateur, qui sera mieux informé ou qui aura l'impression d'être mieux informé parce qu'il aura vu. Et effectivement, c'est à l'opticien, on y reviendra peut-être, de créer justement cette valeur et d'apporter des nouveaux repères. Ensuite, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est le rôle des complémentaires qui amène effectivement la distribution à se repositionner, à redéfinir cette offre. Je ne vais pas en parler parce que vous en avez beaucoup parlé, je crois, dans les différents débats auxquels j'ai pu voir ici sur le plateau d'Acuité TV. Et le troisième, qui est pour moi très puissant, c'est effectivement le solde démographique des ophtalmologistes, moins de 3000, ce que vous dites d'ici là, mais moi j'aimerais dire tout simplement que chaque année, on a 3 à 5% d'ophtalmo en moins, du fait d'un très grand nombre de départs en retraite. Et ça pose la question de quoi, justement, ce solde démographique? Ça pose la question de la prise en charge de la santé visuelle des Français. Parce que par rapport à 1970, on a des populations seniors qui sont beaucoup plus nombreuses et en plus qui vivent plus longtemps et on a des besoins de vue beaucoup plus personnalisés grâce au progrès technologique justement des fabricants. Et effectivement, l'opticien de demain devra de plus en plus se positionner comme un prestataire consultant de la santé des visuels et prendre en main justement cette filière de santé visuelle, de s'organiser éventuellement avec d'autres professions. Moi, je crois que les opticiens ont de très solides atouts par un maillage très important, par effectivement une reconnaissance et qu'ils devront effectivement s'impliquer avec effectivement des besoins nombreux, avec des marchés de niche qui vont se développer, comme par exemple la basse vision, un secteur qui va être porteur, comme par exemple la contactologie où on aura moins d'ophtalmologistes pour adapter, et effectivement on sait qu'en contacto il faut adapter pour fidéliser effectivement son porteur. Basse vision, contactologie, ce sont effectivement des secteurs à croissance qui vont être un peu plus importants, sur lesquels il y a une demande latente très forte et sur lequel le process d'adaptation, de suivi n'est pas encore complètement réalisé. Donc l'opticien santé visuelle à sa place, c'est une niche et qui devra se développer. Et à côté de ça, j'ajouterais également un secteur où les opticiens, à mon sens, ont énormément d'atouts. C'est l'audioprothèse, parce que je crois effectivement qu'il y a une cohérence à apporter à un service global en termes de santé. Je crois effectivement que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les opticiens ont des sérieux atouts en termes de communication, en termes d'offres globales, et que ce secteur peut représenter aussi une croissance pour eux, et c'est ce qu'on est en train d'observer avec le nombre important de développements sur le sujet. Donc pour moi, le côté, si vous voulez, opticien, santé visuelle, positionné soins, est une des 3 niches que je vois pour demain. Donc si je résume votre intervention, un opticien plutôt à caractère médical, un opticien qui apportera un certain nombre de services, valeur ajoutée peut-être autour des produits comme la basse vision, le développement d'Internet avec ou sans l'opticien peut-être, et un opticien aussi peut-être qui tirerait les prix vers le low cost. Ça, c'est encore autre chose. Il y a un segment de niche. En tout cas, le low cost, c'est une autre niche. Mais je ne pense pas qu'elle va être très importante. Parce qu'effectivement, le low cost, c'est de pouvoir dire qu'on va dégrader d'une certaine façon la prestation au client final. Donc, moins d'anti-reflets, moins de produits de dernière génération, moins de marques, moins de griffes. Et effectivement, qu'on va se répercuter sur le volume. Mais on est quand même en train de parler de santé visuelle. Donc, à un moment donné, si on doit apporter le meilleur à n'importe quel porteur, il faut qu'on apporte les meilleurs produits. Donc, j'y crois pas forcément beaucoup. Il y aura une place parce qu'il y aura toujours des clients qui voudront payer moins de 100 €. Et c'est une tendance de fond, la recherche du low cost, la recherche de meilleurs prix. Mais je ne crois pas qu'il faut pour cette profession que ce segment se développe trop. Et par ailleurs, je ne vois pas où on pourrait trouver des économies de coûts parce que les salaires sont globalement les mêmes. Les commerces devront être implantés de toute façon dans des endroits bien situés. Donc la marge, on va surtout la faire sur les équipements et je pense que ça peut représenter un certain risque. Donc oui, c'est un deuxième segment, le low cost, mais qui restera un segment pas forcément plus important, à mon sens.
D'accord. Alain Flelou, est-ce que Internet va être quelque chose de favorable à l'opticien dans la mesure où le consommateur pourra mieux s'informer et mieux comparer, ou au contraire, est-ce que c'est une ouverture vers la baisse des prix et la baisse de valeur? Je pense que c'est un outil qui, dans notre secteur d'activité, va être confusant. Parce que on peut avoir le prix d'un modèle de lunettes de soleil tel que, puis on dit ça vaut tant ou tant. Pour une lunette de vue et le verre correcteur, je veux dire que si on est opticien, on sait que pour un même verre, pour une même puissance, on peut avoir 600 prix différents. Donc je pense que c'est quelque chose de très confusant pour le commun des mortels d'aller se renseigner sur Internet, parce que c'est la meilleure manière de l'envoyer chez l'opticien, parce que ça ne veut absolument rien dire. Il suffit de visiter les sites existants. Aujourd'hui, le premier médecin de la famille, c'est Internet. Oui, mais écoutez, c'est le premier médecin, c'est ce qu'on dit. Les gens, je connais bien, pardon, quand je dis je connais bien le problème des sites, même ceux de Santé Claire, où vous disent comparez le prix d'une intervention chirurgicale. Si vous avez besoin de vous faire opérer une cataracte, demandez un devis. Regardez dans votre arrondissement de combien est le dépassement moyen, et puis choisissez le médecin en fonction du prix. Je crois que c'est la dernière chose qu'un consommateur fait, c'est d'aller choisir son médecin en fonction du prix. Donc Internet, pour l'optique, pour moi c'est pareil. Je pense que c'est une source de confusion. On peut vendre des produits en état. Peut-être, je vais acheter une Ray-Ban, oui, je l'ai vu là-bas. Bon, on verra comment les choses se passeront. En revanche, moi je ne partage pas du tout votre point de vue quand vous dites que l'audioprothèse va être une niche. C'est avoir du mépris ou pour les audioprothésistes ou pour les opticiens, ou ne rien connaître. Pardon. L'audioprothèse est un métier en tant que tel. Ok ? Il faut même plus d'années d'études que pour être opticien. Je ne vois pas. Et je veux dire, quand on aura fait l'audioprothèse dans les magasins optiques, on pourra revenir vers la photo ou vers le bandagisme. On revient au Moyen-Âge. On faisait de la prothèse auditive en disant d'abord, il n'y a pas d'audioprothésiste. 2, on dit on est une clientèle âgée. Les gens qui portent des lunettes, ils ont besoin d'un appareil auditif. C'est absolument faux. Ce sont deux métiers différents. Je suis audioprothésiste. J'ai eu mon diplôme à l'époque où c'était relativement facile. On passait ça au CNAM ou à la fac de médecine. C'était un certificat qui durait 1 an tellement. Depuis, c'est un métier et un travail en tant que tel. Je suis très sollicité par nos opticiens, par certains d'entre eux, qui voient plus. Ce n'est pas de l'avenir de l'optique dont on parle, c'est de l'avenir ou de la diversité ou de la diversification dans l'investissement d'un opticien. Mais moi, je crois que c'est très dangereux d'être opticien et audioprothésiste. On est l'un ou l'autre. Imaginez que des audioprothésistes fassent des lunettes. Est-ce qu'on verra beaucoup de clients aller acheter des lunettes? Donc moi, j'y crois pas une seconde. Et tout le reste, le low cost, ça a toujours existé. La basse vision, il y a un établissement, alors je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que c'est pas du tout nous qui l'avons lancé, mais ça existe depuis on va dire une quarantaine d'années chez l'ISAC. Il y a un petit marché, il faut être bon. Les ophtalmos envoient directement chez les cheveux. Le low cost, si vous faites allusion au discount, ça a toujours existé, ça existe et ça existera encore. Et je crois que le rôle de l'opticien, c'est de servir au sens étymologique du terme les gens qui rentrent, quelle que soit leur demande. Et bien sûr, d'avoir une panoplie. Mais il n'y a pas des opticiens qui vendent des griffes, comme si la griffe devait être le plus pour le consommateur demain. Moi, j'y crois pas une seconde. En tous les cas, c'est pas ce que nous pratiquons. Moi, je voudrais en revenir sur le côté Internet. Monsieur Bayot, dans votre approche, vous pensez que Internet est également un outil pour les opticiens et pas seulement pour le consommateur, un moyen de comparer et d'acheter? Bien, je considère surtout que pour la profession, c'est un outil indispensable dans l'avenir. On ne pourra pas faire autrement qu'en faisant appel à l'informatique. J'ai livré la semaine dernière une monture à une personne qui se trouve au fond du Sénégal uniquement après avoir reçu une photo. J'ai pu le faire parce que je suis opticien et que je savais travailler les outils mis à ma disposition pour pouvoir lui vendre une monture. Par contre, le consommateur ne pourra pas se permettre de faire cette chose-là.
Ce matin, pareil, dans le TGV, je me suis amusé à consulter et à m'essayer des lunettes de mon stock. C'est très ludique, bien entendu, ça intéressera beaucoup de gens, mais ce n'est pas l'aspect ludique que je mets le plus en avant, c'est surtout le fait que c'est quelque chose qui permet de faire des ventes très techniques. Donc un outil pour l'opticien aussi, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas seulement en avoir peur, mais aussi se l'approprier pour en tirer tout le bénéfice pour sa profession. Tout à fait. C'est pour ça. Je pense même que l'opticien demain, en fonction de l'importance de son magasin, pourra utiliser l'outil informatique s'il a un grand magasin pour vendre et mener des tris pertinents sur le stock qu'il possède, de manière à ne pas effrayer le consommateur par un excès de stock. Mais c'est aussi un outil qui va permettre à l'opticien qui travaille sur 3 mètres carrés d'avoir 30 000 montures à sa disposition et de lutter efficacement contre ce qui pourrait arriver par le biais d'Internet. Pour autant, il faudra qu'il utilise cet outil, qu'il puisse mener des requêtes comme il l'entend avec le client qu'il a en face de lui, mais des requêtes qui sont d'ordre technique. Il faut utiliser la puissance de calcul de l'outil informatique et tout ce que cela peut apporter. Il ne faut pas avoir peur de l'informatique ni d'Internet, je le répète. Donc au contraire. On va se retourner un petit peu vers le consommateur. Alain Flelou disait il y a 30 ans, il y avait les lunettes étaient effectivement dans les tiroirs. Aujourd'hui, dématérialisation peut-être avec Internet. Éric Léonard, je pense que vous menez de nombreuses études, soit au sein du GIFO et des Silor. Qu'attend le consommateur aujourd'hui si effectivement on se recentre sur notre amétrope? Quelles sont ses attentes? Alors je crois que dans l'optique, le consommateur, c'est vrai, n'a pas des idées extrêmement précises de ce qu'il attend, et on a un rôle considérable à jouer pour faire naître des besoins ou pour au contraire les tuer. Quand on regarde un petit peu internationalement l'évolution de notre secteur, il y a des cas quand même extrêmement intéressants. On voit par exemple au Japon, qui est un pays riche, qui est un pays normalement très favorable à l'optique puisque la population est relativement âgée, que ce marché en quelques années a diminué d'à peu près 30%. En 5 ans, ils ont dû perdre 30% de la valeur du marché. Et que cette évolution a été liée à la multiplication de chaînes low cost et notamment d'un concept qui est très à la mode là-bas, qui est le concept du magasin à un prix. Donc il y a des grandes chaînes comme Neiman Yendo, Megane Ishiba qui ont développé un concept de dire vous rentrez dans mon magasin, vous choisissez la monture que vous voulez, le verre que vous voulez, quel que soit votre amétroprix, que ce soit un verre progressif ou un verre unifocal, un verre aminci ou pas, de toute façon vous payez 20 000 yens, c'est-à-dire à peu près 100 euros. Ce marché-là, c'est cette évolution-là de l'offre, donc c'est pas vraiment de l'attente du consommateur, elle a conduit effectivement à un nivellement par le bas extrêmement inquiétant du marché japonais. À l'inverse, on regarde par exemple le marché américain, qu'on a toujours considéré dans l'optique comme un marché de gens pas très évolués, qui n'étaient pas anti-reflets, qui n'étaient pas progressifs. En quelques années, on a vu l'évolution inverse. On a vu que les optométristes qui s'intéressaient pas aux lunettes, qui s'intéressaient qu'à l'examen de vue, se sont mis à s'intéresser aux lunettes et ont gagné des parts de marché par rapport aux chaînes. Et l'ensemble du marché s'est redressé avec maintenant des taux de progressifs et des taux d'anti-reflets qui sont très importants. Donc on voit que le marché est dans une grande mesure ce que l'on en fait, c'est-à-dire ce que nous, les acteurs de ce marché, en font. Le prix d'une lunette, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Vous pouvez dire c'est pas cher une lunette, même une lunette haut de gamme. Vous pouvez dire c'est pas très cher parce que si grâce à ça vous voyez vraiment bien, ben, ça vaut le coup d'investir 1 euro par jour pour voir vraiment bien. Donc toute la question, c'est de voir comment notre filière, comment nous arrivons à mettre en place des stratégies qui donnent envie aux consommateurs d'acheter, de réacheter et d'acheter des produits de qualité. Et effectivement, comme l'étude auquel peut-être vous faisiez référence, c'est une étude que nous avons menée il y a exactement 1 an, et qui montre que quand on interroge le consommateur sur sa satisfaction réelle de son équipement,
il n'y a à peu près qu'un tiers des gens qui se disent totalement satisfaits de l'équipement progressif qu'ils ont acheté. Donc un tiers, c'est pas beaucoup. Et quand vous reprenez ce genre d'études et vous allez chez quelques opticiens qui ont effectivement fait un effort tout particulier pour que leurs prestations soient parfaites, ce un tiers, il passe à 65-70%. Et je crois qu'effectivement, les gens sont prêts à acheter des lunettes relativement chères, mais il faut que, en face de ce prix, il y ait une vraie prestation de l'opticien en magasin, technique, complète, et puis qu'il y ait d'excellents produits. Et que si on a ces deux éléments-là, le consommateur est prêt à débourser parce que effectivement le bouche à oreille va être positif, parce qu'il va revenir dans ce magasin, parce qu'il va se dire effectivement je vais être un petit peu moins attiré par l'offre à 39 € du coin, parce que je suis tellement satisfait de ce que m'a apporté mon opticien et que j'ai jamais aussi bien vu que depuis que j'ai cet équipement-là, qui va y revenir. Donc c'est vrai que c'est ce que peut-être j'espère, c'est qu'effectivement que collectivement on arrive à pousser, chacun avec nos moyens, chacun avec nos stratégies, mais ce marché vers toujours plus de satisfaction pour notre porteur, et avec une approche qui est quand même une approche commerciale bien sûr, mais aussi technique. Donc, est-ce que la filière aujourd'hui qui avance peut-être un peu en rang dispersé par rapport à un certain nombre de choses, est-ce que dans cette notion où vous dites le consommateur ne sait pas exactement ou forcément ce qu'il veut et c'est nous à l'aider, est-ce que la filière, je parle tant des fabricants que vous représentez que des opticiens, est capable de régir favorablement à ce sens ? Je crois qu'il ne faut pas rêver d'une filière complètement unifiée. D'ailleurs, pense que ça serait pas bon et de toute façon, ça serait probablement prohibé en termes de droit de la concurrence. Toutes les sociétés sont en concurrence. Mais c'est par rapport en termes de réactivité, puisque vous disiez qu'en l'espace de 3 ans, c'est ça, que le marché japonais avait chuté de 30%. 5 ans, oui, 5 ans, 30%, oui. Oui, effectivement. Après, c'est effectivement, les acteurs, chacun à leur place, ont leur rôle à jouer. Et puis, il se trouvera qu'il y a une majorité qui amènera le marché dans son état futur, et que ça va être parce qu'il y en aura, 30%, 50%, et puis qu'ils auront trouvé les mots, qu'ils auront la bonne démarche commerciale, et qui feront que ça sera l'évolution du marché. Parce que quand il y a quelque chose qui marche, bien sûr, les autres gens copient. Et il n'y a pas besoin d'avoir la totalité des gens qui soient d'accord au départ, mais il suffit qu'il y en ait un certain nombre de précurseurs qui croient fortement à ce qu'ils font, qui croient qu'il y a une demande, un marché pour le consommateur, et qui peuvent pousser vers le haut. Et à l'inverse, il peut y avoir des gens qui sont destructeurs parce que ils vont amener des stratégies dangereuses et risquer de tirer. Donc un marché, c'est forcément un équilibre assez instable qui bouge dans un sens ou dans un autre de manière parfois un petit peu imprévue. Et je pense que c'est la responsabilité de chacun de se dire comment faire pour arriver à ce que le marché reste un marché qui vise la satisfaction avant tout du porteur, qui soit pas omnibulé par le prix, mais qui soit omnibulé par la satisfaction du porteur. On sait que la vision, c'est la deuxième préoccupation de santé des gens. On sait qu'il y a une personne sur 4 qui va souffrir de DMLA dans sa vie. C'est des maladies graves, c'est des maladies extrêmement invalidantes. Ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour avoir une santé visuelle digne de ce nom. Et quand on regarde que l'on dépense beaucoup plus d'argent pour s'acheter des chaussures que pour s'acheter des lunettes, moi je ne suis pas persuadé que l'investissement en lunettes doit être diminué dans les années à venir. Maire Cassab, vous aviez un mot à ajouter ? Écoutez, là je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Léonard. Je crois véritablement en la stratégie de l'offre. Et c'est d'ailleurs notre troisième positionnement qui est le positionnement de masse à notre sens, à côté des deux segments de niche qui ont été évoqués. Finalement, quand on regarde le consommateur qu'on étudie, il fait des arbitrages. Et le consommateur, ces arbitrages, il les fait, il donne une valeur en fonction de la priorité qu'il donne à différents secteurs, à différents segments. Toute industrie cherche à capter les priorités du consommateur. Toute industrie. Et donc, on est en concurrence, en fait, dans le domaine de l'optique avec, effectivement, la chaussure, l'habillement ou d'autres éléments. Et pour effectivement faire croître cette valeur, à mon sens, l'opticien de demain, en fait, il doit travailler avec une nouvelle posture que celle qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire de donner de nouveaux repères. Alors, quand on fait des études, on revoit que les principaux repères d'achat du consommateur au niveau de l'équipement, de lunettes, c'est essentiellement l'esthétique de la monture et le reste à charge.
Au-delà de ça, il y a un actif qui est peu exploité encore aujourd'hui, c'est tout simplement les différentes situations en termes de besoins de santé visuelle, les différentes typologies de verre, la personnalisation, qui peuvent déboucher sur une plus grande valeur ajoutée à créer. Et ce qu'on observe justement, c'est que cette technicité, elle est souvent laissée dans l'atelier de montage, elle n'est pas présentée au client. Le consommateur n'est pas impliqué dans son choix. Finalement, lorsqu'on interroge les consommateurs, ils ne savent pas ce qu'ils portent, ni ce qu'est un anti-reflet. Et pour que le consommateur accepte de donner une valeur, il faut qu'il ait conscience justement d'une différenciation d'offres produits. Que l'opticien doit s'accaparer. L'opticien doit partager justement cet élément avec lui, il doit le sensibiliser, il doit l'impliquer dans son choix. Autrement, les opticiens vont être dépendants du reste à charge, donc des complémentaires, ou effectivement d'un internaute peut-être pas bien informé. Donc il doit impliquer le consommateur et doit apporter beaucoup de pédagogie pour pouvoir rendre l'équipement optique prioritaire. Et je suis d'accord avec ce que disait aussi M. Afflelou, l'équation économique ici n'est pas la bonne. On ne donne pas assez de valeur à l'équipement optique. Donc un distributeur, un opticien plus impliqué, il y a une stratégie de l'offre à créer. Donc ça dépend effectivement des opticiens. Alain Flelou, vous vous intéressez donc beaucoup aux consommateurs et vous essayez de répondre à ces attentes et notamment en facilitant l'accès par un certain nombre d'offres que vous mettez en place. Est-ce que le phénomène de décroissance, de baisse de valeur, de perte de valeur, comme on l'a noté au Japon, c'est quelque chose qui peut arriver en France ? Moi, je ne connais pas Je crois qu'il y a des problèmes de mentalité, des problèmes d'état d'esprit. Je pense qu'il y a des problèmes de culture. Les Japonais, un peu comme les Asiatiques, subissent facilement des phénomènes de masse et non pas de mode. En revanche, en Europe, et pour ce qui nous concerne, je crois que les gens sont un peu plus avisés, un peu plus informés. Et quand il y a un épiphénomène qui arrive dans la distribution, il marque son temps, il marque les esprits aussi, et puis les choses se tassent derrière et ça reprend le cycle normal des choses. On porte des lunettes bien souvent à contre-cœur. On ne porte pas de chaussures à contre-cœur. On va acheter des chaussures, on a les moyens, on n'en a pas, et on porte encore des lunettes à contre-cœur. Et les études que nous faisons en grandeur nature dans les magasins, c'est pas de savoir si les gens ont ou non des verres anti-reflets, c'est de savoir s'ils portent des lunettes ou dans leur entourage ils portent des lunettes. Et très souvent, les gens disent malheureusement oui. On commence par malheureusement oui. Alors aller faire consommer des gens qui disent malheureusement il me faut des lunettes, c'est pas facile. Donc, je crois que le problème, c'est que la lunette est rendue inaccessible, que tous ces phénomènes ou ces épiphénomènes, peut-être même dans la communication, perturbe le client, le consommateur, qui lui paierait pour ne pas porter de lunettes. Il paierait pour ne pas en porter. Je crois que les consommateurs ont un portefeuille, ont des besoins et ont une utilisation. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'être honnête et de dire quand vous vendez quelque chose, est-ce que vous l'auriez acheté, vous, à la place du client. Et je crois que ça, c'est la meilleure pédagogie, parce que la technologie, je crois que tout le monde l'a. On est tous au courant de ce qui se fait. Tous les laboratoires proposent des produits, sinon identiques, quasiment similaires. Donc après, il y a en face de vous le consommateur. Et moi, je ne considère pas que on soit en compétition avec les chaussures. On est en compétition avec tout. Les gens ne veulent pas acheter de lunettes. Je crois plus simplement, moi je dis que l'avenir va appartenir aux opticiens qui proposent des produits vrais, au prix vrai, aux consommateurs en fonction de ses besoins. Moi, je voudrais rebondir justement sur cette question des produits de plus en plus technologiques, de plus en plus avant-gardistes, par rapport aux voies développées par Monsieur Cassab. Est-ce qu'une autre voie est possible, Monsieur Bayot, celle d'un opticien technologique qui serait vraiment à l'avant-garde en ne proposant que des produits très très novateurs, de dernière génération, un peu futuristes, avec des matériaux haut de gamme, etc. Est-ce qu'il y a une voie pour cet opticien-là ? Bien sûr, mais ça fait, comme je le disais tout à l'heure, toujours appel à la puissance de l'outil informatique. L'opticien, puisqu'il y a de plus en plus d'opticiens qui sortent avec un BTS chaque année, on va finir par se retrouver dans la situation d'avoir chez l'opticien beaucoup trop de stock
à proposer à pas suffisamment de clients. Donc, il est indispensable à l'opticien de s'organiser pour gérer ses stocks, pour être sûr qu'il va pouvoir posséder dans son magasin les lunettes qui vont séduire le client, qui bien entendu ne les porte pas par plaisir, mais moi je me suis rendu compte souvent que des clients, moins ils aimaient les lunettes, plus on arrivait à les convaincre que c'est quelque chose qui peut leur faire percevoir ou être perçu différemment des autres. Souvent, ce sont les gens qui étaient le plus sur la retenue, qui arrivent à éprouver le plus de plaisir à acheter des lunettes. Monsieur Léonard, cette voie de l'opticien technologique, compte tenu des produits que vous développez chez Essilor, vous semble-t-elle une voie pour l'avenir ? Non, je pense que c'est une voie intéressante. Je pense qu'au global, encore une fois, le cœur, c'est la satisfaction du porteur. C'est que la technologie et la compétence de l'opticien, elle doit être vraiment à son service. Et je pense que c'est ça que vraiment recherchent les gens. Bien sûr, les lunettes, pour un certain nombre de personnes, c'est vraiment une contrainte. Il y a des gens qui aujourd'hui aiment porter des lunettes, mais je crois le fait qu'ils aiment la porter des lunettes ou qu'ils n'aiment pas porter des lunettes est assez aussi lié à ce qu'ils ont comme équipement. La qualité du choix qui a été opéré grâce à l'opticien, la qualité technique de l'équipement qui va faire que on va porter ces lunettes. Moi, je vois personnellement le changement qu'il y a eu, par exemple, avec le fait que les anti-reflets sont devenus anti-salissure. Moi, je porte des lunettes depuis tout petit. C'est vrai que je trouve que c'est exceptionnel ce qui a été fait. En termes d'épaisseur de lunettes, en termes de poids, en termes d'esthétique des lunettes aussi. Il y a une créativité incroyable des fabricants de lunettes. Et que, effectivement, on peut dire, bien sûr, on me dirait demain, vous pouvez, par un coup de baguette magique, ne plus porter de lunettes. Peut-être que je me dirais que c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est franchement plus ma préoccupation du tout. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens aussi là-dedans. Si, quand on a 40 ans ou 45 ans et qu'on se met à porter des lunettes, c'est vrai que c'est souvent un traumatisme. Et qu'il y a une grande différence entre les amétropes et les hémétropes par rapport aux lunettes. Quand vous portez des lunettes depuis toujours, au bout d'un moment, vous y habituez. C'est vrai qu'à 45 ans, il y a un choc, mais la qualité de ce qui va être fait, en termes d'esthétique, grâce au choix que va proposer l'opticien, grâce à ses conseils, et en termes de qualité technique, je pense, fait vraiment la différence. Et que c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont sensibles au prix. Bien sûr, il faut leur en donner pour leur argent, et c'est bien sûr indispensable de le faire. Mais c'est aussi ça qui va changer le marché. Il y a rien. Effectivement, quand je vois des gens porter dans le métro, dans le RER, quand je rentre de mon bureau, des lunettes sur le bout du nez qui ont l'air effectivement extrêmement mal, ils ont l'air malheureux. Mais je me dis souvent, ils sont malheureux parce que effectivement, ils n'ont pas trouvé le bon opticien qui allait leur apporter une solution correcte, compatible avec leur budget, et qui seront contents de porter ces lunettes, en tout cas qui seront bien avec. Et c'est vraiment, je pense, la beauté de notre métier collectivement, d'arriver à sur quelque chose qui est quand même un petit peu un handicap, un petit peu quelque chose qu'il faut corriger, à apporter de la satisfaction, à apporter du plaisir autour de ça. Alors bien sûr, c'est un challenge de tous les jours, c'est pas facile, je suis tout à fait d'accord avec vous que tout le monde préférerait ne pas en avoir, ou en tout cas une grande partie des gens préféraient ne pas en avoir, mais c'est un peu la beauté de nos métiers de transformer cette contrainte en quelque chose qui est un plaisir, et puis un plaisir qui soit abordable. Eh bien, merci beaucoup de votre intervention à tous. Cette émission arrive à sa fin. On s'est rendu compte, donc, le consommateur, et on le savait, c'est notre personnage le plus important, notre amétrope, auquel il faut lui donner, essayer de lui donner du plaisir pour lui enlever cette contrainte de porter des lunettes. On a vu que la notion de qualité était importante, la notion de prix aussi. Il y avait un ensemble de services également que l'on pouvait apporter dans les années à venir, et notamment au niveau de la basse vision et de services annexes, compte tenu de la déficience un peu du nombre d'ophtalmologistes dans les années à venir. Donc il reste beaucoup de choses à faire dans notre profession, et je crois qu'il y a de belles années à venir, parce que tout reste à faire. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention à tous.